Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Avant de partir, il nous a fait un sketch sur le tarmac. C'est la mode à la Trump. Rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme, dans le blocage ou dans les postures. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump. Ce qui m'a choqué, c'est cette déclaration qui est faite sur le tarmac, dans ses habits de président de la République. Je pense que c'est complètement inapproprié. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Bonjour Valérie Saint-Just, vous êtes membre du parti exécutif du Rassemblement national. On voit, comme le disait Christophe, que la campagne a commencé. En effet, c'est si choquant que le président aille voir des militaires sur une base de l'OTAN ? Ah non, c'est pas choquant, mais la petite histoire qui a traîné hier soir raconte qu'on lui a dit « mais vous partez en Roumanie et en Moldavie, c'est très bien, mais il y a la campagne, il y a le deuxième tour, il faut que vous disiez quelque chose ». Et son affaire du tarmac se décide au dernier moment, et alors il y a le bruit du réacteur. Il lit évidemment son papier, il heurte un peu ses mots, et c'est en fait une intervention assez nulle pour un président de la République dans le cadre d'un deuxième tour des législatives. Ou bien il ne fait rien, ou bien il fait quelque chose de mieux. Là, c'est un peu décevant. Mais il n'est pas en campagne, pardon, excusez-moi. Emmanuel Macron, que l'on sache, n'est pas en campagne, il ne se présente pas. Pourquoi est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête ? Non, mais vous dites nul pour un discours pendant des législatives. Ou bien il ne fait rien. Et il est obligé de rester un petit peu président quand même. Alors il laisse Madame Borne, qui est la chef de la majorité selon les vieux principes de la Ve République, que intervenir et monter au créneau, on la voit pas beaucoup. Elle parle, elle, doucement. Enfin bon, voilà. Et donc on lui dit, je crois, c'est la vérité, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous interprétez c'est complètement improvisé. C'est un premier couac entre le président et sa première ministre. C'est parce que ça ne suffit pas qu'Elisabeth Borne monte au créneau. C'est parce qu'elle n'est pas audible. Là, on verra un peu à l'usage, mais le choix de Madame Borne, je sais que nous savons que le choix des premiers ministres par les présidents de la République sous la Ve République, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est en fait pas leur talon d'Achille, mais leur épine dans le pied. Il faut qu'ils puissent choisir quelqu'un qui en même temps leur fait pas trop d'ombre, mais fait le boulot, puisse vraiment les remplacer, monter au créneau, mettre les mains dans le cambouis, surtout dans le cadre d'une campagne législative. Manifestement, Madame Borne, qui vient d'être nommée, ne le fait pas, ce travail. Elle est dans sa circonscription et on ne l'entend pas, alors qu'elle devrait être vraiment devant tout le monde. Juste pour prolonger la question que posait Christophe, sur ce tarmac, vous dites quoi ? Emmanuel Macron a fait ce discours dans l'urgence, dans la hâte, mais peut-être parce qu'il a pris conscience qu'il y avait urgence. C'est possible, oui. Il fallait sauver la maison. C'est possible, mais et on dit toujours, prendre conscience, je pense que on lui prête de grandes qualités intellectuelles, il est président de la République, et il a dû prendre conscience de cela avant. Et vous voyez, ce discours est tellement peu préparé, d'ailleurs, est tellement un peu surréaliste, qui dit, je ne sais pas si c'est un lapsus, en tout cas tous les lapsus sont freudiens, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon hier ou avant. Sur les fachos pas fâchés. Les fachos pas fâchés, voilà. Pour le rappeler à nos téléspectateurs. On a appris ça. Moi, c'est Madame Roudinesco qui me l'a appris, qui est une psychiatre spécialiste de Freud, voilà. Bon, mais il arrive à dire qu'il est le seul, ou que son parti, que les gens d'ensemble et qu'eux sont les seuls représentants de la République. Et que les candidats et les électeurs de la NUPES ou du Rassemblement national, c'est pas la République. Alors là aussi, c'est certainement si c'est un lapsus très, très, très inconscient, parce que c'est très possible qu'il se croie, lui, Mélenchon l'avait dit, la République c'est moi, voilà. Mais qu'il se croit lui aussi, l'État c'est moi, c'est Louis XIV, voilà. La République c'est moi, l'État c'est moi, dit-il sur le tarmac, avant d'aller remplir ses obligations de président de la République, c'est-à-dire d'aller voir nos soldats en Moldavie et en Roumanie. Pourquoi dites-vous que c'est un lapsus ? C'est une stratégie politique. Peut-être une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Il n'y a rien, totalement déplacé. Il y a rien de freudien là-dedans. C'est la continuation de son discours dans le Tarn, disant qu'il y a les Républicains, le camp dans lequel il se met, et puis ceux qu'il estime être en dehors ou attaquant la République, la NUP,
et vous, le Rassemblement national. Oui. C'est complètement déplacé de la part d'un président de la République, ça devient complètement faux. Parce que nous, on nous l'a dit souvent, moi qui suis un vieux de la vieille et qui succède à un Genot, Carayon qui était là. Bon, mais on nous l'a dit très très longtemps, vous êtes en dehors de la République. Maintenant, on nous le dit moins. Quelquefois, il y a un excité qui nous dit vous ne respectez pas les principes de la République, etc., etc. Mais on nous le dit moins. Puis c'est pas tellement... Alors, à qui le dit-il ? Aux responsables des mouvements, aux candidats ou aux électeurs, les Françaises et les Français qui votent pour le Rassemblement national ? Et parce que les chiffres sont quand même considérables. Hein. Lui, sa majorité à Macron, entre 2017 et maintenant, il a perdu près de 1 500 000 voix. Le bloc des gauches, le cartel, c'était 1924, oui, le cartel des gauches, hein, il gagne 100 000 voix. Nous gagnons entre 1 250 000 et 1 300 000, d'après, là aussi, moi, je n'ai pas fait complètement les additions. C'est 6 points. Regardé à droite et à gauche. C'est 6 points. Votre score a progressé de 6 points. Comment est-ce qu'il peut aller dire que tous ces électeurs de la NUPES et du RN ne font pas partie de la République ? Je ne sais pas s'il parle des électeurs. On en déduit cela quand on écoute son discours. Mais heureusement, personne ne l'a écouté. Cet épisode du tarmac, ce qui l'illustre aussi, c'est que cet entre-deux tours, finalement, il oppose Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie, la NUPES, et que finalement, vous avez été assez évincé du débat. Évincé du débat, c'est-à-dire que on n'a pas eu du tout la même stratégie que Jean-Luc Mélenchon, qui est allé sur tous les plateaux, qui a fait des meetings. Alors je ne suis pas être très aimable avec lui, mais ce sont un peu vraiment des éructations, et qui, la semaine dernière, a réussi à dire aux policiers et aux gendarmes, vous tuez. Non pas vous vous défendez ou vous arrêtez les criminels et les assassins, mais vous tuez. La police tue. Alors ça, c'est absolument scandaleux. Tant sur la forme que sur le fond. C'est l'image de marque, d'ailleurs, sur la forme et sur le fond de cette NUPES. On nous a dit, oui, à bas bruit, a dit Marine Le Pen, ou vous, ou les journalistes, c'est vrai, mais surtout, je crois, une campagne très sérieuse, et qui porte ses fruits, qui a porté ses fruits au soir du premier tour, et qui est en train, je le pense, de porter ses fruits pendant ce deuxième tour, où nous sommes quand même très présents, que ce soit comme invitation ou comme reportage dans les différentes circonscriptions. Oui, mais sauf que le débat actuel, par exemple, c'est entre deux programmes économiques, chacun disant que le programme de l'autre n'est pas viable, etc. On ne parle pas beaucoup du RN dans l'entre-deux tours. Vous savez, les programmes économiques, par exemple, dans le cadre d'une législative, ça s'est surtout discuté au moment de la présidentielle. Parce que, là encore, la Ve République, ce sont les présidents de la République qui ont leur programme économique et qui l'insufflent. En termes de bruit médiatique, en ce moment, c'est quand même clairement la Macronie, la NUPES. Et pour cause, ce sont les deux forces qui semblent l'emporter. Écoutez, franchement, tout le monde est sur le terrain. Tout le monde travaille beaucoup dans chaque circonscription. Et en ce qui concerne le bruit médiatique, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le créez. Hein. Alors, on est d'accord pour faire tout le bruit qu'il faut. Mais je pense, nous n'avons rien dit. Mais on peut faire une très bonne campagne à bas bruit. Hein. Oui. Oui, on n'est pas obligé de faire du bruit pour parler aux électeurs. Et il y a quand même eu sur le terrain. Il y a quand même eu des chiffres de l'Arcom, là, notamment pendant le premier tour, où nous avons été nettement mis en minorité sur le plan des temps de parole. Et on a pu, avec vérité, dire que Jean-Luc Mélenchon était le chouchou des médias. Mais c'est vrai que ces irritations, ça passe à la télé. On verra ce qu'en dira l'Arcom. Moi, je voudrais revenir. Je voudrais revenir à ce qu'a dit et Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour et Adrien Quatennens sur notre plateau ici à LCI, s'adressant aux électeurs du RN pour venir prêter main forte aux candidats de la NUP lors de duels avec la Macronie. Oui. Est-ce que vous pensez que vos électeurs iront voter pour des candidats de la NUP, malgré tout ce que vous venez de nous expliquer sur la police tue, sur ce que vous avez qualifié, je ne me permettrai pas, d'éructation de Jean-Luc Mélenchon. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de vos électeurs qui peuvent se reporter sur la NUP ? Moi, je le pense. D'abord, je pense que les consignes de vote qui peuvent toujours exister légitimement, mais sont de moins en moins suivies. Bon, premièrement. Deuxièmement, troisièmement, nous savons qu'il y a toujours eu, notamment dans les milieux populaires, un certain nombre de Françaises et de Français qui votaient à gauche et qui sont venus en masse vers le Rassemblement national et qui peuvent éventuellement,
de temps en temps, dans telle circonscription, avec tel bon candidat, entre guillemets, ça peut exister. Mais vous les encouragez ? Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Non, je leur dis surtout voter pour les candidats du Rassemblement. Et s'il n'y en a pas dans leur circonscription, vous les encouragez à voter NUP plutôt que l'AREM ou Renaissance ? On s'est prononcé là-dessus. On a dit, comme Jacques Duclos, bonnet blanc et blanc bonnet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là aussi, c'était une très très bonne formule. Toi, tu n'étais pas né, mais... Moi, je m'en souviens. Ah oui. Je connais mon histoire. Guillaume Carayon, qui était justement sur notre plateau tout à l'heure, président des Jeunes Républicains, vous partagez quelque chose avec lui, c'est peut-être intéressant d'ailleurs. Vous venez de dire que les consignes de vote, c'est de moins en moins suivi. Est-ce que les Français en ont soupé et qu'on demande aux candidats s'ils vont voter NUP, s'ils vont voter Renaissance, s'ils vont voter RN ? En fin de compte, les électeurs aujourd'hui, qui peinent encore une fois, je pense qu'on va y revenir, à se rendre dans les urnes, à voter, à faire un devoir démocratique. Démocratique, je vais y arriver. Est-ce que, en fin de compte, les consignes de vote, c'est pas son truc. Et moins on lui en donne, mieux ce sera pour lui. Je sais pas. Enfin bon, les chefs de parti, les candidats sont légitimes à donner des consignes de vote, mais c'est plus profond. Vous les trouvez encore légitimes ? Oui, c'est plus profond que ça, si vous me permettez. Moi, je crois profondément que le fait d'avoir installé les législatives maintenant, chaque fois 2 mois après les présidentielles, a tué le match des législatives, qui finalement est plus beau presque que celui des présidentielles, presque plus nerveux, devrait être plus nerveux et au moins autant politique. Ça a contribué à le tuer. Je pense que ça a été fait exprès. Je pense que le pouvoir politique, pour les municipales d'il y a 2 ans, pour les régionales de l'année dernière, et dans le cadre de ces législatives aussi, fait tout pour que le débat ne démarre pas et que l'abstention soit la plus grande possible. On sait très bien qu'il y a 2 possibilités pour que l'abstention recule, et c'est de remettre les législatives avec la majorité à 2 tours à mi-mandat, ou alors d'installer la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale, je crois que ça passionnerait les Français. Moi, je l'ai vécu avant 98 dans les conseils régionaux. Ça marchait très bien. Et ça résoudrait tous ces problèmes, selon vous, de vie ou d'aspiration, de respiration démocratique que veulent les citoyens ? C'est pas un coup de baguette magique, mais je pense que ça y contribuerait fortement. Soit le mi-mandat et la proportionnelle intégrale, mais soit la proportionnelle intégrale dans les 2 mois de la présidentielle. Et quand on regarde les chiffres, alors évidemment, M. Macron et Mme Borne auraient du mal, ils seraient obligés de travailler, et ça revaloriserait aussi, vous le savez bien, vous qui regardez tout cela, ça revaloriserait le rôle du Parlement, qui a été complètement amoindri par la Constitution de 58, compte tenu des excès de la 4e, mais cet amoindrissement, je trouve, pèse un peu trop à l'heure actuelle sur le débat politique. L'Assemblée nationale est vraiment une chambre d'enregistrement. Elle ne devrait pas l'être. Vous dites un vieux de la vieille, un ancien, justement, notamment dans le parti et dans le mouvement. Le Rassemblement national, un groupe à l'Assemblée, ça ne s'est pas vu depuis 35 ans. C'est possible pour vous ? Et si c'est possible, vous serez quel député ? Enfin, je dis vous. Ceux qui vous représentent, ceux de votre parti, seront quels députés ? Moi, j'ai vu Marine Le Pen et les quelques députés que nous avions déjà travaillé pendant la précédente mandature. Je peux vous dire qu'ils étaient en même temps passionnés par leur travail, très assidus, avec des difficultés, parce que pour être là tout le temps, à 5 ou 6, ça pose des problèmes techniques et opérationnels très, très difficiles. Mais Marine Le Pen et un grand nombre de candidats, enfin ceux que je connais, etc., n'ont qu'une idée, c'est de siéger et de faire le meilleur travail parlementaire possible, quoi. Vraiment d'être, pas la mouche du coche, mais un aiguillon extrêmement important à l'égard du gouvernement, et de composer une vraie opposition, mais une opposition constructive. Moi, je vais pas prendre l'exemple du Conseil régional d'Île-de-France, qui est une assemblée quand même assez politique par rapport aux autres conseils régionaux. Je pense, vous interrogerez Valérie Pécresse le jour où elle reparaîtra sur les plateaux, mais je pense que nous avons, depuis maintenant 2 mandatures, formé une opposition constructive. Donc Marine Le Pen, présidente d'un éventuel futur groupe RN à l'Assemblée nationale, dans une opposition constructive ? Ah oui.
Oui, oui, oui. Je pense que elle montrera là de toutes ses qualités de débatteur et de chef de l'opposition parlementaire. Parce que à la NUPES, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont fait au Conseil régional, ils vont se reformer. C'est pas une escroquerie, mais presque, de faire croire aux candidats qui sont unis. Parce qu'ils vont se reformer en groupes différents, pour chacun avoir des présidents de groupe, des voitures. Ils vont se déformer bureaux. plutôt, alors. Après ils vont se déformer après cette Ils formule. vont se déformer, c'est pas un mauvais terme. Ils auront quand même, j'entends ce que vous dites, mais ils auront quand même un intergroupe, donc ils vont quand même un peu coordonner. De temps en temps, ils se coordonnent, on les voit, ils présentent des propositions. Mais là, je parle de l'Assemblée. Oui, de l'Assemblée. Non, mais voilà. Mais je pense qu'ils vont se coordonner de temps en temps, mais que sur des problèmes beaucoup plus, évidemment, difficiles et épineux qu'on peut voir dans un conseil régional, ils risquent, normalement, parce que, moi, j'ai quand même connu, le Parti socialiste n'a rien à voir avec la France insoumise sur le plan idéologique, sur le plan du fond. Rien à voir. Il y a des différences très importantes qui auraient dû leur interdire de faire une alliance. Mais on sait bien ce que sont ces alliances. C'est uniquement pour pouvoir être réélus, élus, pouvoir siéger, pouvoir continuer leur petite cuisine.